Bonjour à tous, moi je suis ravie de me retrouver parmi vous aujourd'hui et puis je suis surtout ravie depuis 2 ans de participer à un groupe de travail passionnant, particulièrement animé, particulièrement riche et joyeux, et ça fait du bien parce que moi je viens du monde du droit et dans le monde du droit on ne rigole pas avec la biodiversité. Je vais vous expliquer ça à partir de maintenant. Alors, je suis là pour vous faire un petit bilan en fait de l'approche juridique de la nature, de la biodiversité, et j'ai envie d'intituler mon intervention aujourd'hui de la façon suivante: le droit ne tombe pas du ciel, quoique. Alors c'est ce quoique évidemment que je vais développer pendant une vingtaine de minutes, hein, puisque après j'ai mes autres collègues qui doivent intervenir. Ce que je veux vous expliquer à partir de maintenant, c'est que le droit est aussi l'expression d'une certaine idéologie. Le droit est l'expression d'une vision politique et qui peut être parfois, peut-être toujours, je ne sais pas, déconnectée de la science. Alors aujourd'hui se conclut la première lecture devant l'Assemblée nationale d'un projet de loi relatif à la biodiversité. Ce projet de loi, il est discuté depuis le 16 mars, donc depuis 3 jours maintenant, devant l'Assemblée. Il doit passer au Sénat, toujours en première lecture, apparemment à partir du mois de juin de cette année, puis ensuite repasser en deuxième lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, puis une commission mixte paritaire. Donc ça va durer encore quelques temps. Et je pense que grâce à ça, je vais continuer à m'amuser aussi pendant quelques temps, puisque moi, je savoure les débats parlementaires, je les analyse et j'essaie on va dire, d'en percevoir les enjeux et puis surtout les conséquences juridiques. Alors, à l'issue de ces 3 premières journées en fait de débat devant l'Assemblée nationale, il est déjà facile finalement de dégager un certain état d'esprit de cette loi sur la biodiversité et de voir quels sont les nouveaux principes de droit de l'environnement qui vont en découler et les nouvelles règles. Alors, il faut savoir que ce projet de loi biodiversité intervient presque 40 ans après la loi du 10 juillet 1976, qui est dite Charte de la nature. Alors cette loi de 1976, je vais vous en dire quand même quelques mots, parce qu'elle constitue encore aujourd'hui le socle du droit de la nature en France et figure donc à ce titre dans le Code de l'environnement. Alors, cette loi de 1976, elle est la digne héritière de toute une philosophie qui a commencé à se faire jour au XIXe siècle et qui est basée sur ce que Christian Lévesque préfère, l'idée de nature vierge, la wilderness, qui nous vient des États-Unis, avec cette vision que cette nature sauvage doit absolument être préservée de l'homme, que cette nature doit rester belle, elle doit rester belle pour être peinte, pour être chantée, pour être observée, pour figurer dans les tableaux, bref, un véritable musée à ciel ouvert. Alors, cette approche, si vous voulez, de cette nature vierge et de cet homme nuisible, eh bien, le droit traduit cette vision d'une façon très particulière. Il traduit cela en instaurant ce que l'on appelle des mesures de droit public, des mesures portées par l'État qui s'imposent aux citoyens. Alors ces mesures, eh bien, on va les retrouver dans un certain découpage du territoire, des zones, des espaces protégés, des espaces dits naturels, bien entendu, avec des parcs nationaux, des réserves, des arrêtés de biotopes. Et le droit, finalement, s'est amusé à découper le territoire, à le zoner et à instaurer dans ces zones un droit particulier fait de contraintes, de mesures de police ou bien de servitude. L'homme, bien entendu, et ses activités se devant d'être exclus de ces milieux pour qu'ils restent naturels. Alors, bien évidemment, tout au long de ces années, on n'a pas voulu percevoir ou compter, en tout cas, l'argent qu'il fallait dépenser pour conserver à ces milieux un aspect dit naturel. Mais ça, c'est une autre question. Retenez qu'à partir de cette loi de 1976, on a véritablement entériné cette approche d'une nature, d'un musée à ciel ouvert, d'une nature qu'il fallait absolument protéger de l'homme, préserver de l'homme. Alors, la loi qui est discutée aujourd'hui, qui est dite loi de biodiversité, non pas de nature, on va voir ce que cela signifie. En réalité, cette loi, vous allez le voir,
Elle n'est pas si loin que ça de cette approche de nature. En réalité, pour moi, juriste, je ne vois absolument pas ce que ça va changer en réalité. Je vais vous l'expliquer. Et puis surtout, on a une ministre, Ségolène Royal, qui s'est beaucoup exprimée durant ces 3 jours et qui, dans ses discours, a de façon récurrente confondu biodiversité et nature, en employant en fait les 2 termes de façon tout à fait équivalente. Et elle a eu une phrase pour introduire en fait son discours à l'Assemblée nationale qui m'a particulièrement frappée et qui pour moi est très révélatrice de ce qui se joue aujourd'hui. Elle a dit que ce projet de loi permettait une nouvelle alliance entre l'homme et la nature. Alliance. Alors évidemment, le terme alliance révèle quand même un certain état d'esprit puisque je vous rappelle que l'alliance trouve en Dieu son origine, et elle s'exprime tout d'abord par le choix d'un peuple parmi tous les autres ou par le choix d'un homme parmi les autres, que ce soit Abraham ou Moïse. Et grâce à cette alliance, eh bien, nous touchons directement Dieu et nous atteignons la rédemption. Alors non, je n'ai pas bu, je vous rassure. Je ne fais que lire les débats parlementaires et lire le droit. Alors nous avons là, de la part de la ministre, un véritable message biblique et qui est révélatrice de cette nouvelle croyance en notre mère Gaïa. Oui, il y a bien une mère, à nous tous, mère Gaïa, et on nous propose de toucher le divin en s'alliant à la nature. Alors, ce discours que je tiens, je peux le tenir tout simplement parce que tout au long des débats parlementaires, on a une vision récurrente qui s'exprime, une vision qui est de dire que l'homme n'a pas sa place finalement dans cette biodiversité puisqu'il est nuisible. Et si on veut lui redonner une place, eh bien, il faut que l'homme redevienne simplement un fil du tissu du vivant, un fil. On est bien dans une idéologie qui est très très particulière avec ce que j'appelle moi la fin du modèle prométhéen. Le mythe de Prométhée est en train de disparaître, je ne suis pas la seule à le dire, et d'être remplacé par le mythe de cette mère Gaïa qui nous nourrit tous. Alors, je vous l'ai dit, l'homme est un simple élément du tissu vivant. Et comme nous le rappelle Madame Ségolène Royal, la biodiversité, tissu vivant de notre planète, dont l'Homo sapiens n'est qu'un fil. L'homme est un parmi tous les êtres vivants, il est un animal parmi d'autres, qui, et là c'est une petite pointe d'humour, me semble-t-il, de la rapporteure Geneviève Gaillard, qui nous dit « un animal parmi d'autres qui a certes bien réussi ». Il faut bien reconnaître qu'effectivement, l'homme a plutôt bien réussi. Alors, cette biodiversité, ce tissu du vivant, alors je ne fais que reprendre des extraits des débats parlementaires. Je n'aurais pas eu autant d'imagination. La biodiversité nous fournit des biens irremplaçables. Parce que la biodiversité constitue notre unique potentiel d'évolution, son érosion due aux activités humaines met en danger notre propre avenir. Nous nous situons dans le contexte de la 6e extinction, puis alors je suis désolée, il n'y a pas de doute, c'est une 6e extinction, et seul le maintien des services écosystémiques peut sauver l'homme de sa propre extinction. Alors vous le comprendrez bien, dans cette situation, l'instant est grave, et il faut absolument faire quelque chose. En réalité, ces expressions que nous trouvons tout au long des débats parlementaires expriment en fait ce qui s'appelle l'éthique de la Terre. L'éthique de la Terre, c'est un courant philosophique qui, là encore, nous vient des États-Unis et qui s'interroge sur les relations de l'homme avec le vivant. L'homme fait complètement partie de ce vivant et la mauvaise santé de la planète va induire la mauvaise santé de l'homme. C'est l'approche de l'éthique de la nature. Il y a donc interrelation et solidarité de destin entre l'homme et la nature. Il y a communauté de destin et c'est pourquoi, et dans cet état d'esprit-là, eh bien, les activités humaines sont jugées nuisibles. Sur le site du ministère de l'écologie, je vous engage et vous incite d'ailleurs à aller regarder un document qui a été mis en ligne et qui présente le projet de loi biodiversité qui nous dit la chose suivante. La biodiversité, c'est tout le tissu du vivant dont nous sommes à la fois acteurs et tributaires pour le meilleur. Beauté des paysages, diversité des espèces, les services innombrables et vitaux que nous rendent les écosystèmes, pour l'agriculture, la régénération des sols, etc. Mais aussi pour le pire,
lorsque nos activités, nos pollutions, nos prédations et nos indifférences dégradent cette chaîne du vivant. Alors, dans ces conditions, eh bien, Geneviève Gaillard nous dit « Le grand massacre est essentiellement lié aux activités humaines. Homo sapiens égale Homo exterminator ». Conclusion, alors c'est l'état d'esprit du projet de loi biodiversité. Conclusion, nous dit donc la ministre, il ne s'agit plus d'agir contre la nature, mais d'agir avec elle, de la traiter en partenaire et de faire de l'urgence une chance à saisir. Et dans ces conditions, alors si je me suis non pas amusée, mais si j'étais dans l'obligation de vous retracer finalement cet état d'esprit que l'on retrouve dans les débats parlementaires, je le fais parce que cet état d'esprit explique le choix aujourd'hui d'un certain nombre de principes de droit. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on part d'une certaine mythologie finalement, d'une certaine vision pour arriver à du droit. Et vous le savez, le droit, ça devient sérieux parce que ça s'impose et ça va créer effectivement un certain nombre de systèmes juridiques. Alors, ces principes, justement, revenons-y. L'article 1er de ce projet de loi, qui pour l'instant comprend plus de 70 articles, mais je fais confiance aux parlementaires, on devrait peut-être doubler le chiffre d'ici la fin de l'année. Eh bien, l'article 1er de ce projet de loi a pour vocation première, et c'est important, de modifier l'article L110.1 du Code de l'environnement. Alors pour moi, le L110.1 du Code de l'environnement, c'est très important, parce que c'est dans cet article que figurent mes principes fondateurs du droit de l'environnement. Vous savez, les principes que vous aimez tous, précaution, prévention, pollueur-payeur, participation du public et développement durable. Eh bien, ces principes qui ont vocation, en réalité, à irriguer l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des dispositifs juridiques, eh bien, la loi, le projet de loi biodiversité a comme volonté de les modifier. Alors, de quelle façon ? Tout d'abord, ça paraît évident, je vous parle de biodiversité, eh bien oui, la loi introduit la biodiversité dans cet article L110-1 du Code de l'environnement. Alors, je vais vous lire la définition, parce que moi j'ai une définition de la biodiversité, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est une définition en fait qui vient tout simplement de la Convention de Rio de 1992, parce que là aussi il faut le dire, les discussions scientifiques qui ont eu lieu dès les années 80 ont été relayées quelques années plus tard par un texte international, avec, c'est vrai, finalement à la tête de toutes ces réflexion et en même temps traduction juridique, l'UICN, l'Union mondiale de la nature, ONG, créée en 1948 par l'État français et qui a vocation depuis l'origine de regrouper les États et les associations et les spécialistes juridiques ou les spécialistes en biodiversité, de les regrouper pour les organiser en termes de réflexion et d'action juridique. Et donc, l'Union nationale de la biodiversité, l'Union mondiale de la nature, l'UICN, a donc incité, poussé à l'adoption de la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique. Et cette convention internationale que nous avons ratifiée a donné une définition de la biodiversité, et c'est cette définition que nous reprenons en tant que telle dans le Code de l'environnement. On entend par biodiversité ou diversité biologique la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Alors, j'aimerais juste faire un petit arrêt sur le terme d'écosystème. Moi, je suis juriste. Bon, l'écosystème, j'imagine à peu près ce que c'est. En tout cas, ce que je comprends depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est que au niveau international, comme au niveau européen, l'approche aujourd'hui est écosystémique. C'est-à-dire que c'est l'état du milieu, le bon état ou le mauvais état de l'eau, mais également de la biodiversité, qui va me dire quelles sont les activités économiques qui pourront se dérouler sur les écosystèmes, pour moi sur les territoires. Donc il est évident aujourd'hui que ce sont les écosystèmes qui englobent les activités, qui les conditionnent et non pas l'inverse.
En tout cas, avec moi, ma vision de juriste. Alors, ce qui a été un petit peu discuté là, un petit peu même beaucoup à l'Assemblée nationale, déjà évidemment, c'est le fait de dire qu'effectivement la définition que je viens de vous donner doit être conçue de façon dynamique. Alors j'ai effectivement des présentations me disant qu'il faut rompre avec l'acceptation fixiste d'une biodiversité sanctuarisée. Donc je me dis chouette, je rejoins les discours de Christian, d'Alain, tout va bien. Il faut arrêter de mettre la biodiversité sous cloche. Il faut au contraire reconnaître les grandes lois des flux et de l'échange et d'une biodiversité en mouvement. Je me dis très bien, seulement je sais, et je vous le redirai à la fin, que les systèmes juridiques qui sont proposés pour s'occuper ou pour gérer la biodiversité répondent en réalité à une approche qui reste fixiste, de mise sous cloche avec un droit public prépondérant. Donc on est d'un côté dans les déclarations, mais moi dans mon droit, je ne change pas d'approche, je suis toujours dans mon droit du 19e siècle avec le musée à ciel ouvert, j'y reviendrai après. Alors, cette approche de la biodiversité avec cet ensemble du vivant a tout de même interpellé les acteurs économiques. Alors, lors de ces 3 jours de débat, et en particulier le premier et deuxième jour, il y a eu, on va dire, une petite réaction de certains députés qui ont choisi, en tout cas, d'interpeller la ministre de l'écologie, enfin de l'environnement, pour dire qu'il fallait absolument préciser que l'homme était partie intégrante de la biodiversité avec cet espoir que l'homme allait être sorti finalement de ce tissu du vivant et être mis un petit peu plus en avant. Mais la ministre de l'écologie et sa rapporteure Geneviève Gaillard se sont bien entendu opposées à ce que l'homme soit sorti du tout. Il doit faire partie du tout et c'est tout. Deuxième élément, et pour moi c'est fondamental en tant que juriste, une des modifications essentielles de ces principes de droit de l'environnement figure dans la volonté de faire figurer la biodiversité, les services que rend la biodiversité et les sols dans le patrimoine commun de la nation. Alors certes, depuis 1992, on sait que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Mais là, l'idée, c'est de dire que la biodiversité, comme les sols, feront partie de ce patrimoine commun. Alors, pourquoi est-ce que, en tant que juriste, cette intégration du sol comme de la biodiversité dans le patrimoine commun m'interpelle? C'est parce que le patrimoine commun fait en fait référence à ce que le droit romain appelait la res communis, la chose commune, chose qui appartient à tous, mais qui en réalité, chose qui doit être mise à la disposition de tous, donc qui doit être en abondance, et qui finalement peut gérer l'abondance, c'est-à-dire en réalité éviter les conflits d'usage de cette ressource qui doit être commune à tous, c'est l'État. L'État est le gardien naturel du patrimoine commun, il doit régler les conflits d'usage. Dans l'eau, par exemple, l'État règle les conflits d'usage en adoptant des documents de planification des usages de l'eau dans les SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ou dans les SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ces documents encadrent les usages que l'on peut faire de l'eau. En droit, je traduis l'encadrement des libertés individuelles. On est là véritablement dans une surveillance permanente, policière, des activités qui sont menées sur l'eau. Alors, biodiversité, patrimoine commun, sol, patrimoine commun, vous vous doutez bien que je suis inquiète parce qu'on peut aller très très loin dans l'encadrement des usages que l'on pourra faire de la biodiversité comme des sols. Et là, je ne parle même pas du fait que les sols, accessoirement, sont le socle d'une activité agricole ou bien forestière. Je ne vais même pas jusque-là. Mais évidemment, j'y pense. Non. Nous sommes là dans une préoccupation d'un intérêt collectif.
Alors, troisième élément de ces principes qui sont modifiés, la reconnaissance des services écosystémiques qui sont donc désormais aussi d'intérêt général. Alors, les services écosystémiques, Christian a commencé à aborder la question, Alain également, me semble-t-il. Les services écosystémiques. Les services écosystémiques sont les bénéfices que l'homme retire des écosystèmes. Certains sont essentiels, comme la régulation du climat, des inondations, la purification de l'eau, la pollinisation. Toutefois, certains services de loisirs de la nature ne doivent pas être compensés en tant que tels. Dixit, Ségolène Royal, qui donc mélange encore nature, biodiversité. Mais bon, là maintenant, on a bien compris que pour elle, c'est exactement la même chose. On est, si vous voulez, dans cette vision de Mère Gaïa. La nature est bonne. Elle nous rend forcément des services qui sont positifs, qui vont dans notre sens. C'est pourquoi l'ensemble des services écosystémiques doivent être préservés. Ça veut donc dire qu'on est là dans l'idée d'une biodiversité naturelle, absolument pas construite, absolument pas culturelle ni culturale. On n'a pas besoin de l'homme pour intervenir puisque la nature spontanément d'elle-même va nous rendre de bons services. Bons et loyaux services, enfin on connaît l'histoire. Ce qui veut dire, quand on va jusqu'au bout, que dans cette acceptation des services écosystémiques, eh bien, on rejette complètement l'idée que l'homme construit la biodiversité, est partie prenante de la biodiversité, et c'est rejeter ce que l'on appelle les services environnementaux. Les services environnementaux, ce sont les services que rend l'homme finalement à la nature, à la biodiversité, mais c'est aussi une façon de reconnaître que l'homme est acteur également de son environnement et ne fait pas que des mauvaises choses en réalité. C'est aussi avec les services écosystémiques rejeter cette approche des usages. Alors quelle nature voulons-nous? J'ai envie de dire que la loi de biodiversité répond, c'est pas le problème, c'est quelle nature veut bien la nature. C'est le sens qui est donné. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, eh bien, la conclusion, c'est de dire que notre article L110.1, il doit désormais intégrer, à côté du principe de précaution, prévention, pollueur-payeur, participation du public, développement durable, la solidarité écologique. C'est la communauté de destin. C'est le fait de dire que l'avenir de l'homme, c'est plus la femme, c'est la biodiversité. Voilà. Marqué, c'est toujours féminin. Alors, c'est quoi la solidarité écologique? Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique, ayant une incidence notable sur l'environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. C'est l'idée de dire que, par définition, il y a une interdépendance entre les écosystèmes. Je vous ai dit, la base du droit aujourd'hui, ce sont les écosystèmes. Il y a une interdépendance entre les écosystèmes qui sont solidaires entre eux. De même, les activités humaines doivent être solidaires de la biodiversité. Et derrière ce principe alors de solidarité écologique, qui est en fait l'expression même de l'éthique de la Terre, c'est un principe qui interpelle énormément les juristes parce qu'on se doute bien que derrière, il va y avoir des conséquences. C'est-à-dire que c'est bien beau de reprendre dans une loi des principes qui nous viennent de la philosophie, mais nous, juristes, il va bien falloir qu'on y trouve une traduction juridique. Qu'est-ce qu'on va faire d'un tel principe? Alors, j'ai trouvé quelques indications dans les débats parlementaires avec Ségolène Royal qui nous dit que finalement, petit 1, effectivement, la solidarité écologique devra être prise en compte en tant que valeur primordiale, valeur, on retrouve toujours ce discours, en tant que valeur dans les décisions publiques, mais également dans toutes les politiques contractuelles. Les contrats signés par l'État avec toute autre personne, publique ou privée, eh bien, tous ces contrats devront reprendre cette approche de solidarité écologique du vivant. Et plus particulièrement, eh bien, il va falloir identifier les solidarités écologiques et les intégrer dans les évaluations environnementales des politiques et des projets. Je vois Pascal qui rit. Je ne sais pas si nous rirons longtemps, parce que intégrer les solidarités écologiques
en réalité, petit à petit, dans les études d'impact, parce que c'est ce qui va se passer, je ne sais pas comment nous allons faire. Mais en tout cas, c'est l'objectif, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on part d'un discours qui est presque métaphysique et religieux pour arriver à des principes juridiques qui vont avoir des conséquences juridiques. C'est mathématique. Et là, il n'y a pas de hasard. Deuxième valeur que nous allons... Deuxième valeur qui est introduite dans toujours mon article 1er de la loi biodiversité. Après la solidarité écologique, j'ai un triptyque que j'ai appelé la Sainte Trinité. Évaluer, réduire, compenser. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce triptyque. Alors, c'est l'idée de dire qu'il faut prévenir en fait les impacts des projets avant même de chercher à les réduire et au final de les compenser. Et donc Ségolène Royal nous rappelle qu'il vaut mieux mettre l'accent sur la prévention et la valeur écologique de la biodiversité, anticiper plutôt que réparer après coup. Certes, alors moi je suis dubitatif parce que ce principe existe déjà depuis ma fameuse loi du 10 juillet 1976, a été renforcé par la loi Grenelle de 2010, donc c'est un principe qui s'applique. Alors je m'inquiète quand même, je me dis mais pourquoi est-ce que tout d'un coup on fait remonter ce triptyque dans l'article 1er du Code de l'environnement ? Alors je cherche, évidemment, j'essaie de comprendre. Alors Ségolène Royal nous dit c'est pour donner de la lisibilité à ce principe. Oui, je pense qu'en réalité, et c'est un peu ce qui m'inquiète, mais là je n'ai pas la réponse. Ségolène Royal nous dit « Ce principe va induire une méthode partenariale et participative de l'élaboration des politiques publiques et privées. » Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse le lien avec la modernisation et la démocratisation du dialogue environnemental. C'est-à-dire que je comprends que dans toutes les politiques publiques, qui désormais devront être en codécision, me semble-t-il, il va falloir intégrer ce triptyque, cette sainte trinité d'éviter, réduire, compenser. Là encore, quand on connaît les difficultés pour appliquer aujourd'hui ce principe, je m'interroge évidemment pour la suite. Autre principe, puisque cette loi est très très riche en nouveaux principes, et puis c'est finalement là sa valeur principale, il y a une discussion aujourd'hui sur le principe de complémentarité agriculture-environnement, parce que vous vous doutez bien que le monde agricole en particulier, mais également le monde forestier, ces mondes ont réagi à ces différents à ce projet de loi en général et à cette place un petit peu particulière accordée à l'homme dans la biodiversité. Et le monde agricole a tenté donc de faire reconnaître ce principe de complémentarité. Alors, tenter, je devrais dire, y est arrivé, puisque ce principe est désormais inscrit, là encore, dans mon article 1er du Code de l'environnement de la façon suivante. Le principe de complémentarité entre l'environnement et l'agriculture, reconnaissant les surfaces agricoles comme porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et l'activité agricole comme vecteur d'interaction écosystémique, permettant la préservation des continuités écologiques, en fait des fonctions écologiques, ça a été modifié. Alors, on peut se dire, on est peut-être arrivé à quelque chose, on est peut-être arrivé à faire reconnaître effectivement la valeur d'usage agricole et sylvicole, c'est ce qui a été rajouté là par un amendement. Je ne suis pas certaine en réalité, parce que là encore, quand on lit les débats parlementaires, alors pour un juriste, les débats parlementaires permettent de comprendre et d'interpréter les textes. Donc, pour moi, ce qui est dit aujourd'hui à l'Assemblée, comme au Sénat demain, ce qui est dit fait partie intégrante de mon interprétation des textes. Et je sais que ce principe, il va falloir que je l'interprète d'une façon très particulière, parce que Ségolène Royal, comme Geneviève Gaillard, n'ont eu de cesse de répéter que reconnaître ce principe-là de complémentarité entre l'environnement et l'agriculture ne vaut que pour un certain type d'agriculture, la bonne agriculture, puisque vous savez, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les nuisibles, il y a... Bon. La bonne agriculture, c'est quoi ? Évidemment, c'est pas les OGM, c'est l'agriculture bio. Nous sommes dans l'agriculture bio, c'est la bonne agriculture, celle qui produit aussi des prairies,
Ça, c'est la bonne agriculture. Donc, Ségolène Royal dit très bien, le principe de complémentarité, la agriculture-environnement, va me permettre de rappeler à l'agriculture quels sont ses devoirs, parce que nous avons des devoirs, à l'égard de la biodiversité. Et ça va me permettre donc d'interférer dans certaines pratiques, certains usages agricoles, pour que ce principe de complémentarité soit respecté. Je pense que le monde agricole aurait mieux fait de ne rien proposer. Mais ça ne tient qu'à moi. Et puis enfin, il y a un principe qui, pour l'instant, n'est pas inscrit dans le projet de loi, pour l'instant. Mais c'est un principe qui est inquiétant, qui est le principe de non-régression du droit, ou le principe du cliquet. C'est-à-dire qu'il sera interdit d'aller vers du moins 10 ans en droit, interdit de reculer par rapport aux exigences relative à la biodiversité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez affiché un objectif, eh bien, vous ne pourrez pas afficher un objectif moindre. Non-régression du droit, c'est le toujours plus, toujours mieux, disent certains. Pour l'instant, le projet de loi nous dit que l'Assemblée nationale devra produire un rapport d'ici à 2 ans pour nous expliquer l'intérêt, justement, d'inscrire le principe de non-régression dans le Code de l'environnement. Sachez qu'on en retrouve déjà la trace dans certains textes nationaux. Certains États ont déjà accepté ce principe de non-régression. Et ce principe de non-régression est clairement porté, là encore, par l'UICN. Conclusion, eh bien, la loi biodiversité, évidemment, ne va pas comprendre qu'un article premier. Il y a d'autres articles, d'autres titres dans cette loi, mais qui finalement m'apparaissent comme secondaires. L'Agence nationale de la biodiversité, je sais que je ne devrais pas dire ça comme ça. Bon, ça, je ne sais pas si ça va simplifier grand-chose, ça va sûrement complexifier certaines choses. Bref, il y aura une agence nationale de la biodiversité. Il y a aussi dans cette loi biodiversité l'ambition de mettre en œuvre le protocole de Nagoya. Donc, oui, très bien. Et puis, on a un titre 5 qui a comme finalité de modifier les régimes concernant les espaces naturels. On reste dans les espaces naturels et là, vous avez différents articles qui vont modifier la réglementation sur les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, conservatoires du littoral, enfin on n'en sort pas, avec quand même la volonté de créer quelques zonages en plus, sinon ce ne serait pas une bonne loi. Donc on a par exemple des zonages prioritaires pour la biodiversité qui sont un nouveau type de zonage. On a les sites Ramsar qui sont maintenant officiellement de prochains zonages à intégrer dans les réserves naturelles, les parcs nationaux, les réserves de biosphère qui font leur entrée aussi dans le Code de l'environnement. On a aussi cette volonté d'insérer les espaces de continuité écologique, la fameuse trame verte et trame bleue, dans les documents d'urbanisme. Et je pense que c'est là la meilleure preuve que nous n'avons pas bougé d'un iota dans notre appréhension de la biodiversité naturelle. Nous voulons toujours l'enfermer dans des carcans, car le document d'urbanisme n'a comme ambition, en tout cas le plan local d'urbanisme, n'a comme ambition que de créer des servitudes administratives et donc de geler un territoire. On veut identifier ces fameuses trames, les mettre dans un nouveau zonage, et en faire donc des espaces de continuité écologique, en y mettant aussi bien entendu les zones humides. Alors, je terminerai en disant que le droit ne tombe pas du ciel, quoique aujourd'hui, je pense qu'il s'en inspire fortement. Merci.